Avant les premières villes, avant même que le temps ne soit compté par des saisons, la Terre portait peut-être déjà les marques d'un ordre ancien. Des montagnes usées, comme si elles avaient tout observé plus d'un commencement. Des plaines nivelées, avec une précision qui semble parfois dépasser la simple nécessité humaine. Dans le silence des ruines les plus anciennes, quelque chose donne l'impression d'avoir été laissé derrière, non abandonné dans la précipitation, mais oublié avec méthode. Les récits parlent de Dieu, mais leurs descriptions sont étrangement concrètes. Ils mesurent, extraient, organisent, ils ne créent pas le monde, ils y travaillent. Puis ils disparaissent, sans apocalypse, sans jugement final. Laissent une humanité encore fragile, entourée d'outils, de savoirs partiels et de mythes servant peut-être de balises. Et si notre monde n'avait pas été découvert, mais hérité? Et si la Terre humaine était née après une autre gouvernance, désormais réduite à des fragments de pierre, de textes et de silence? Bien avant que les premières chronologies humaines ne tentent d'organiser le passé, la Terre portait déjà des signes d'usure qui ne semblaient prendre pas seulement dus au temps. Certaines formations rocheuses, certaines plaines étrangement régulières donnent l'impression d'avoir été longuement observées, travaillées, puis laissées à leur lente dérive. Il ne s'agit pas de ruines évidentes, ni de structures clairement identifiables, mais plutôt d'une sensation persistante que le monde a connu autre chose avant d'être humain. Les plus anciens récits mésopotamiens ne commencent pas par l'humanité. Ils commencent par une organisation du monde, par des entités qui répartissent les responsabilités, les territoires, les ressources. Dans ces textes, la Terre n'est pas vierge. Elle est déjà un espace fonctionnel, presque administratif. Les fleuves sont nommés, les montagnes ont un rôle, le ciel est divisé. Tout semble indiquer un système en place antérieur à l'arrivée des hommes dans le récit. Les Anunnaki apparaissent dans ce cadre précis. Ils ne sont pas décrits comme des forces abstraites ou des symboles moraux. Ils sont présentés comme des acteurs concrets, liés à la matière. Ils creusent, transportent, mesurent. Leur présence est associée à l'effort, à la gestion, parfois même à la lassitude. Dans certaines tablettes, ils se plaignent du travail qui leur incombe, comme si gouverner la Terre n'était pas un privilège, mais une charge prolongée. Ce détail est souvent négligé. Pourtant, ils modifient profondément la lecture de ces textes. Un Dieu fatigué n'est pas un concept spirituel. C'est une figure qui agit dans un monde soumis à des contraintes. Un monde où l'énergie, les ressources et le temps comptent. Cette fatigue suggère une longue durée, un cycle étendu d'activités suffisamment vaste pour user ceux qui en ont la responsabilité. Si l'on adopte cette perspective, la Terre devient autre chose qu'un simple décor mythologique. Elle devient un espace exploité, transformé, organisé avant l'apparition de l'histoire humaine telle que nous la connaissons. Les Anunnaki ne seraient alors pas des créateurs absolus, mais des gestionnaires d'un système déjà complexe. Leur rôle aurait consisté à maintenir un équilibre, à extraire certaines ressources, à stabiliser un environnement. L'or occupe une place particulière dans ces récits, non pas comme un symbole de richesse humaine, mais comme une matière essentielle, presque vitale pour ces entités. Il est décrit avec une précision inhabituelle, associée à des usages qui dépassent la simple ornementation. Cette insistance intrigue, car elle ne correspond pas aux priorités des premières sociétés humaines connues. Elle semble refléter un besoin extérieur à l'homme. Dans cette lecture, la Terre n'est pas seulement habitée. Elle est utilisée. Certaines zones sont privilégiées, d'autres mises à l'écart. Les plaines fertiles deviennent des centres d'activité. Les montagnes sont perçues comme des réserves. Les cieux eux-mêmes sont intégrés dans cette organisation, non comme un mystère, mais comme une extension du territoire. Lorsque l'humanité apparaît dans ces textes, elle n'est pas centrale. Elle arrive tard, presque comme une solution secondaire. Les récits évoquent une création motivée par la nécessité de déléguer le travail. L'homme n'est pas façonné pour contempler, mais pour soutenir un système existant. Il est adapté à un environnement déjà structuré, déjà exploité. Cette idée, même prise comme une métaphore, révèle quelque chose d'étrange. Elle suggère que les premières civilisations se percevaient elles-mêmes comme héritières, non comme fondatrices. Elles vivaient dans un monde dont les règles fondamentales semblaient venir d'ailleurs. Les lois, les mesures, les cycles n'étaient pas inventés, mais transmis. Les vestiges matériels de cette perception sont discrets. Ils ne prennent pas la forme de machines impossibles ou de structures manifestement anachroniques. Ils résident plutôt dans l'obsession précoce pour la géométrie, l'alignement, la répétition précise.
Des villes surgissent avec des plans étonnamment ordonnés. Des monuments sont orientés selon des axes constants. Le ciel devient une référence fixe, presque réglementaire. Ces choix ne sont pas nécessairement inexplicables, mais leur cohérence à travers des cultures séparées intrigue. Comme si certaines idées fondamentales avaient précédé les sociétés qui les ont mises en œuvre. Comme si un cadre conceptuel avait survécu à ceux qui l'avaient établi. Lorsque les textes évoquent le départ des Anunnaki, ils le font sans fracas. Il n'y a pas de destruction globale, pas de punition. Le monde continue, les hommes restent. Le système, lui, semble inachevé. Des outils existent, mais leur finalité est parfois floue. Des savoirs sont transmis, mais sans mode d'emploi complet. Les mythes deviennent alors des contenants, des récits capables de préserver une mémoire partielle sans en comprendre totalement le sens. Dans cette continuité silencieuse, l'humanité se développe. Elle adapte ce qu'elle trouve, elle sacralise ce qu'elle ne comprend plus. Les dieux deviennent des figures lointaines, les récits se chargent de symboles, les actions concrètes se transforment en légendes. Mais le cadre, lui, demeure. La Terre reste divisée, mesurée, observée. Peut-être que l'héritage le plus durable n'est pas matériel. Il réside dans la manière dont l'humanité perçoit le monde comme quelque chose à organiser, à exploiter, à comprendre par fragments. Une planète qui n'est jamais totalement vierge, jamais totalement nouvelle. Une planète qui semble toujours avoir une histoire plus ancienne que celle que l'on raconte. À mesure que les civilisations humaines s'élèvent, elles répètent certains schémas. Centralisation du pouvoir, gestion des ressources, obsession du ciel, hiérarchie rigide. Ces choix peuvent être expliqués par la nécessité, par l'environnement, par la psychologie collective. Mais ils peuvent aussi être vus comme des échos lointains, des habitudes héritées d'un ordre antérieur. Si les Anunnaki ont réellement existé comme gouvernants d'un monde préhumain, leur disparition n'aurait pas effacé leur influence. Elle l'aurait simplement diluée, transformée en structures invisibles, en réflexes culturels, en récits fondateurs. L'humanité aurait alors grandi dans un monde déjà marqué, déjà orienté, sans jamais en connaître l'origine exacte. La question n'est peut-être pas de savoir si ces entités étaient antécédents des dieux, des êtres avancés ou des métaphores. La question est de comprendre pourquoi les premières civilisations ont ressenti le besoin de se définir comme héritières d'un ordre plus ancien. Pourquoi l'idée d'un âge antérieur, silencieux et organisé, traverse autant de mythes et de traditions. Si la Terre a effectivement connu une gouvernance avant l'homme, alors chaque pierre ancienne, chaque alignement, chaque récit fragmenté devient autre chose qu'un vestige du passé humain. Il devient un indice discret, laissé dans un monde que l'humanité n'a pas commencé, mais qu'elle a continué. Et à mesure que l'on explore ces traces, une interrogation persiste, calme mais tenace. Si cet âge silencieux a réellement existé, quelles autres marques de cette ancienne organisation attendent encore d'être reconnues, non pas comme des anomalies, mais comme les fondations oubliées d'un monde que nous habitons toujours? Dans les récits les plus anciens, les Anunnaki ne sont pas séparés du monde par une distance sacrée. Ils ne résident pas dans un ailleurs inaccessible. Ils descendent, traversent, observent. Le sol qu'ils foulent est le même que celui que l'humanité apprendra plus tard à cultiver. Cette proximité est frappante. Elle suggère une époque où la frontière entre le divin et le matériel n'était pas encore tracée, ou peut-être n'avait aucune utilité. Les tablettes évoquent des lieux précis, des montagnes où l'on décide, des plaines où l'on travaille, des cités qui ne sont pas encore humaines, mais déjà structurées. Ces espaces ne sont pas décrits comme des royaumes mythiques, mais comme des zones fonctionnelles. On y répartit les tâches, on y règle des différends, on y établit des règles. Le langage utilisé est étonnamment administratif, presque technique, comme si le monde était géré plutôt que régné. Cette gestion implique une présence constante. Les Anunnaki ne se contentent pas de créer puis de se retirer. Ils restent, ils supervisent, ils ajustent, ils réagissent au déséquilibre. Certaines tablettes suggèrent même des conflits internes, des désaccords sur la manière d'exploiter ou de préserver la Terre. Le divin n'est pas univoque, il est pluriel, hiérarchisé, parfois instable. Dans ce contexte, la poussière prend une importance particulière. Elle n'est pas seulement la matière de la création humaine, elle est le résidu d'un travail prolongé. Extraire, déplacer et transformer laisse toujours des traces. La Terre, telle qu'elle apparaît dans ces récits, est déjà marquée par des interventions répétées. Les fleuves ne sont pas seulement naturels, ils sont canalisés, surveillés. Les sols sont évalués pour leur rendement. Le paysage devient un espace de production. Cette vision entre en résonance avec certaines énigmes archéologiques.
Des sites anciens montrent des niveaux de modification du terrain difficiles à attribuer à des sociétés encore naissantes. Des terrassements massifs, des nivellements précis, des choix d'implantation qui semblent anticiper des besoins à long terme. Rien de tout cela ne prouve une présence non humaine, mais l'ensemble nourrit une impression persistante d'un monde préparé. Lorsque les textes décrivent les Anunnaki marchant parmi la poussière, ils ne le font pas avec émerveillement. C'est un détail presque banal, comme si cette cohabitation avec la matière allait de soi. Le divin n'est pas au-dessus du monde, il est dans le monde. Il s'use au contact de la terre. Cette usure est essentielle pour comprendre la suite du récit, car un être qui s'use finit par chercher des solutions. La fatigue évoquée dans les tablettes n'est pas morale, elle est structurelle. Trop de travail, trop de responsabilités, trop de temps passé à maintenir un équilibre fragile. C'est dans ce contexte que l'idée de délégation apparaît, non comme une création inspirée, mais comme une réponse pragmatique à un problème de gestion. L'humanité naît alors dans un monde déjà ancien, un monde qui a connu des cycles d'activité avant elle. Les dieux qui marchaient parmi la poussière ne le font plus seuls. Progressivement, d'autres pas apparaissent, plus hésitants, moins assurés, mais capables d'apprendre, de répéter, de maintenir. Cette transition n'est pas brutale. Elle se fait par couches successives. Les Anunnaki restent de présent, mais moins impliqués. Ils observent, ils corrigent de parfois, ils transmettent des règles, des savoirs, des limites. L'homme n'est pas libre au sens moderne. Il est intégré dans un système qui le dépasse. Sa fonction première n'est pas de comprendre, mais d'exécuter. Cette relation explique peut-être la structure particulière des premiers mythes humains. Les dieux ne sont pas seulement adorés, ils sont craints pour leur autorité administrative. Ils sanctionnent les erreurs de gestion, les transgressions des règles établies. Le sacré devient une extension du règlement. La morale se confond avec la maintenance de l'ordre. À mesure que le temps passe, cette présence directe s'atténue. Les Anunnaki se retirent dans des tâches quotidiennes. Leur contact avec la poussière devient plus rare. Ils résident davantage dans des lieux élevés, symboliquement ou géographiquement. Les montagnes prennent alors une importance accrue. Elles deviennent des points de liaison entre ce qui reste du pouvoir ancien et le monde en transformation. L'humanité, laissée avec des instructions partielles, commence à interpréter. Ce qui était autrefois une consigne devient un rite. Ce qui était une procédure devient un mythe. La poussière, elle, continue de s'accumuler. Les villes humaines se construisent sur des couches de plus en plus épaisses de passé. Chaque génération ajoute sa propre trace, sans toujours savoir sur quoi elle repose. Il est possible que ce soit à ce moment précis que naît la notion de Dieu lointain, non pas parce qu'ils étaient toujours absents, mais parce que leur présence s'était raréfiée au point de devenir abstraite. Les Anunnaki cessent de marcher parmi la poussière, mais la poussière conserve la mémoire de leurs pas. Cette mémoire est imparfaite, elle se fragmente, elle se déforme, mais elle persiste sous forme de structure, d'orientation, de récit. Les humains continuent de bâtir comme si quelqu'un allait revenir inspecter. Ils alignent, mesurent, répètent. Le monde reste un espace à gérer, même lorsque ceux qui l'avaient conçu ne sont plus là. Dans cette continuité silencieuse, une question émerge, sans urgence, mais avec constance. Si les dieux ont réellement marché parmi la poussière, s'ils ont réellement partagé le monde matériel avant de s'en retirer, alors leur absence n'est pas une fin. C'est une phase durant laquelle l'humanité apprend à occuper un espace qu'elle n'a pas entièrement conçu. Et tandis que les civilisations humaines se multiplient, chacune interprétant à sa manière cet héritage diffus, une autre interrogation se dessine, plus profonde encore. Si les Anunnaki ont quitté la surface du monde, l'ont-ils fait parce que leur tâche était achevée, ou parce que quelque chose dans l'équilibre même de la Terre avait commencé à changer ? Avant que les empires ne dressent leurs frontières, avant que les rois ne gravent leur victoire dans la pierre, il y eut des tablettes, de simples surfaces d'argile, façonnées à la main, inscrites avec patience puis durcies par le feu ou le temps. Elles ne cherchent pas à impressionner, elles ne célèbrent pas encore la domination humaine. Elles enregistrent, elles consignent, elles conservent quelque chose qui semblait déjà ancien au moment même où cela fut écrit. Ces tablettes apparaissent comme des fragments d'un monde qui ne commence pas avec elles. Leur ton est souvent factuel, presque détaché. Elles décrivent des événements, des décisions, des répartitions. Le langage est précis, répétitif, structuré.
Il ne ressemble pas à une poésie primitive cherchant à donner sens au chaos. Il ressemble davantage à une tentative de préserver une continuité, comme si l'écriture servait avant tout à empêcher l'oubli. Ce qui frappe dans ces textes, ce n'est pas seulement leur ancienneté, mais ce qu'ils considèrent comme allant de soi. Le monde y est déjà organisé. Les cieux ont une hiérarchie. La terre est divisée en domaines. Les responsabilités sont distribuées entre des entités au rôle bien défini. Rien n'est présenté comme nouveau. Tout semble hérité d'un cadre plus ancien, accepté sans explication. Les Anunnaki occupent une place centrale dans ces tablettes, mais rarement comme des figures mystérieuses. Ils sont nommés, classés, différenciés, certains commandent, d'autres exécutent, certains décident, d'autres transmettent. Cette structure interne suggère une société complexe, avec ses propres tensions, ses équilibres fragiles, ses règles implicites. Le divin ici n'est pas un absolu, il est organisé. L'écriture elle-même semble répondre à cette organisation. Elle sert à fixer des décisions, à rappeler des obligations, à préserver des accords. On y trouve peu de descriptions émotionnelles, peu de glorification. L'accent est mis sur ce qui doit être fait, sur ce qui a été convenu, comme si ces tablettes étaient les archives d'une administration plus vaste que l'humanité naissante. Il est significatif que ces textes précèdent les grands récits impériaux. Ils ne racontent pas encore la conquête, ils racontent la gestion. Avant de vouloir dominer, l'homme apprend à maintenir. Avant de s'imaginer au centre du monde, il se décrit comme une partie d'un ensemble plus large. Cette posture transparaît dans la manière dont les humains sont évoqués, souvent de façon indirecte comme des exécutants, des intermédiaires, rarement comme des initiateurs. Les tablettes donnent parfois l'impression d'un savoir transmis avec retenue. Certains éléments sont détaillés avec soin, tandis que d'autres sont évoqués de manière allusive, comme si leur compréhension complète n'était pas nécessaire, ou peut-être pas souhaitée. Cette asymétrie nourrit une sensation étrange, celle d'un enseignement volontairement incomplet, adapté à des capacités limitées. À mesure que l'on lit ces textes, une question silencieuse s'impose. Pourquoi tant d'efforts pour consigner un ordre qui, en théorie, aurait pu être imposé sans explication ? Pourquoi cette insistance sur la mémoire écrite, à une époque où la survie quotidienne aurait pu suffire comme priorité ? La réponse possible réside dans la fragilité de la transmission orale. Ce qui est écrit résiste mieux à l'érosion du temps. Les tablettes semblent ainsi conçues pour durer au-delà de ceux qui les ont gravées. Elles portent un message destiné à des lecteurs futurs, peut-être humains, peut-être autres. Elles sont un point fixe dans un monde en transition. Un monde où ceux qui gouvernaient commencent à se retirer, laissant derrière eux des traces suffisamment claires pour maintenir un minimum de continuité. Lorsque les empires humains émergent, le ton change. Les inscriptions deviennent plus affirmatives. Elles glorifient pour les rois, les batailles, les conquêtes. Le centre de gravité se déplace. Pourtant, même dans ces récits montrantes plus tardifs, des échos subsistent. Les rois se présentent comme choisis par les dieux. Les lois sont dites héritées d'un ordre supérieur. La légitimité humaine reste conditionnée à quelque chose de plus ancien. Les tablettes antérieures aux empires ne cherchent pas cette légitimité. Elles ne justifient pas, elles constatent. Cette différence est fondamentale. Elle suggère que, dans cette période reculée, l'ordre du monde ne nécessitait pas encore d'être expliqué ou défendu. Il était simplement reconnu. Certains chercheurs y voient la trace d'une évolution naturelle des sociétés humaines. D'autres perçoivent dans ces textes une mémoire plus profonde, celle d'un temps où l'humanité n'était pas encore seule à définir les règles. Quelle que soit l'interprétation, une chose demeure. Ces tablettes ne ressemblent pas à un commencement. Elles ressemblent à un relais. Le choix même de l'argile est révélateur. Une matière humble, abondante, facile à modeler, mais durable une fois cuite. Elle incarne une volonté de permanence discrète, rien d'ostentatoire, rien de monumental. Juste assez pour que le message traverse les générations. Comme si l'essentiel n'était pas d'impressionner, mais de rester. À travers ces fragments, on perçoit une humanité en apprentissage. Elle observe un monde déjà structuré. Elle apprend à nommer, à classer, à mesurer. Elle adopte des concepts qui ne lui appartiennent pas entièrement. Le temps, l'espace, l'autorité prennent des formes qui semblent importées, puis lentement adaptées. Lorsque les Anunnaki deviennent des figures plus mythiques, lorsque leur présence se dilue dans le symbolique, les tablettes continuent de jouer leur rôle. Elles deviennent des ancres, des rappels silencieux d'un ordre antérieur. Même déformé, même ritualisé, ce souvenir persiste.
Il était possible que ces textes aient été perçus dès l'origine comme des objets intermédiaires, pas tout à fait sacrés, pas tout à fait profanes. Des ponts entre une gouvernance qui s'efface et une humanité qui prend progressivement sa place. Leur existence suggère une transition consciente, préparée, plutôt qu'un effondrement soudain. Si l'on considère cette hypothèse, alors les tablettes avant les empires prennent une signification particulière. Elles deviennent les derniers témoins directs d'un monde partagé, un monde où l'écriture n'était pas encore un outil de pouvoir humain, mais un moyen de préserver un équilibre fragile. Et tandis que les empires s'élèvent, recouvrant ces tablettes de leur propre récit, une question demeure, discrète mais persistante. Si ces textes sont les restes d'un ordre plus ancien, combien d'autres messages, moins lisibles encore, sont enfouis dans la structure même de notre monde, attendant d'être reconnus comme les archives silencieuses d'un héritage que l'humanité n'a jamais entièrement compris? Lorsque l'humanité commence à s'installer durablement, le monde qu'elle occupe ne se présente pas comme un espace indéfini. Il est déjà découpé, nommé, évalué. Les fleuves servent de limites naturelles, les plaines sont associées à des fonctions précises, les montagnes deviennent des repères fixes. Cette manière d'habiter la Terre donne l'impression d'un territoire préalablement interprété, comme si les grandes lignes de son organisation existèrent avant même que les sociétés humaines n'en prennent conscience. Les textes anciens suggèrent que la Terre n'était pas seulement observée, mais mesurée. Non pas dans un sens abstrait, mais comme on mesure un espace destiné à être utilisé. Les distances comptent, les orientations comptent, les cycles naturels sont intégrés dans une logique de gestion. Le sol n'est pas simplement fertile ou stérile, il est évalué pour ce qu'il peut produire, pour ce qu'il peut soutenir sur la durée. Cette logique se reflète dans la manière dont les premières implantations humaines apparaissent. Elles ne surgissent pas au hasard. Elles se concentrent dans des zones qui semblent se répondre à des critères précis, parfois exigeants. Accès à l'eau, stabilité du terrain, visibilité du ciel. Ces choix sont rationnels, mais leur cohérence à grande échelle interroge. C'est comme si certaines régions avaient été identifiées bien avant l'arrivée des hommes comme des points d'alarme stratégiques. Dans les récits associés aux Anunnaki, la division de la Terre n'est jamais présentée comme arbitraire. Chaque domaine est attribué selon une fonction. Le ciel, la terre ferme, les eaux, les profondeurs. Cette répartition n'est pas symbolique. Elle décrit un système où chaque espace a un rôle à jouer dans un ensemble plus vaste. Le monde devient un réseau de zones interdépendantes, plutôt qu'un chaos à dompter. Lorsque l'humanité hérite de ce monde, elle hérite aussi de cette vision. Les premiers rois ne se contentent pas de régner sur des populations. Ils règnent sur des territoires définis, aux limites souvent anciennes. Les frontières ne sont pas toujours des créations humaines. Elles semblent parfois prolonger des séparations plus anciennes, intégrées dans le paysage lui-même. La mesure du temps suit une logique similaire. Les cycles célestes deviennent des références fixes. Les saisons sont découpées avec précision. Les fêtes, les travaux agricoles, les rituels s'alignent sur des rythmes réguliers. Cette obsession de la régularité dépasse la simple survie. Elle reflète une volonté de synchronisation avec un ordre perçu comme préexistant. Les Anunnaki, dans les tablettes, sont souvent associés à cette organisation temporelle. Ils observent les cycles, ajustent les calendriers, définissent les moments propices. Le temps n'est pas laissé à l'intuition humaine. Il est structuré, presque réglementé. Lorsque cette connaissance est transmise, elle conserve une autorité particulière, comme si elle venait d'une source plus fiable que l'expérience immédiate. Cette structuration du monde a des conséquences profondes. Elle transforme la Terre en un espace lisible, interprétable, mais aussi contraignant. Chaque chose a sa place. Chaque action doit s'inscrire dans un cadre. L'improvisation est limitée. L'ordre prime sur l'exploration. L'humanité apprend à habiter un monde qui semble déjà avoir été pensé. Certains vestiges archéologiques renforcent cette impression. Des alignements récurrents, des orientations constantes, des plans urbains étonnamment cohérents apparaissent dans des contextes éloignés les uns des autres. Il ne s'agit pas de copier exactement un modèle, mais de reproduire une logique, une manière de diviser l'espace, de le rendre compréhensible et contrôlable. Cette logique n'est pas nécessairement consciente, elle peut être transmise comme une tradition, un savoir-faire, une évidence culturelle, mais son origine reste floue. Pourquoi ces choix précis plutôt que d'autres ? Pourquoi cette insistance sur certaines directions, certains rapports entre le ciel et la terre ?
Ces questions demeurent ouvertes. Dans la perspective d'un monde autrefois gouverné par les Anunnaki, ces divisions prennent un sens particulier. Elles pourraient être les restes d'une cartographie ancienne, conçue pour des besoins qui ne sont plus les nôtres. Une cartographie dont l'humanité aurait hérité sans en connaître l'intention initiale, mais qu'elle continue d'utiliser par habitude. À mesure que les Anunnaki se retirent, cette structure reste en place. Elle devient la base sur laquelle les sociétés humaines se développent. Les lois humaines s'inscrivent dans des cadres territoriaux déjà établis. Les conflits fédériens portent sur des frontières qui semblent parfois immuables. Le monde est perçu comme fini, délimité, non comme un espace infini à redéfinir. Cette perception influence profondément la manière dont l'humanité se pense elle-même. Elle se voit comme gestionnaire plutôt que comme exploratrice. Elle hérite d'un monde qui fonctionne selon des règles précises, et son rôle consiste à les maintenir, à les adapter légèrement, mais rarement à les remettre en question. Même les mythes reflètent cette stabilité. Les récits parlent de déluge, de destruction locale, de cycles de renouveau, mais rarement d'une refonte complète de l'ordre du monde. La Terre reste la même. Ces divisions persistent. Ce sont les habitants qui changent, pas la structure fondamentale. Si l'on considère cette continuité, alors la Terre humaine apparaît comme une phase intermédiaire. Un monde repris en main par une espèce encore jeune, mais encadrée par des limites anciennes. Les Anunnaki n'auraient pas laissé un chaos, mais un système suffisamment robuste pour survivre à leur absence. Cette idée invite à une réflexion plus large. Peut-être que ce que nous appelons nature est en partie un héritage. Non pas une création artificielle, mais un environnement déjà interprété, déjà ordonné par une intelligence antérieure. Une intelligence dont les critères nous échappent encore, mais dont les traces persistent dans la manière même dont nous divisons et mesurons la Terre. À mesure que les sociétés humaines gagnent en autonomie, elles commencent à modifier ces divisions. Elles déplacent des frontières, redéfinissent des territoires, réorganisent le temps. Pourtant, même ces transformations s'appuient en vérité sur des bases anciennes. Le cadre initial n'était jamais totalement abandonné. Et dans ce monde mesuré et divisé, une question demeure, discrète mais insistante. Si la Terre a été ainsi organisée avant l'humanité, selon des critères qui ne sont plus entièrement les nôtres, alors quelle partie de cette cartographie ancienne continuons-nous de suivre sans le savoir, et quelles autres restent encore invisibles, enfouies dans les paysages que nous croyons familiers? Dans les récits anciens, certaines matières reviennent avec une insistance particulière. Elles ne sont pas évoquées pour leur beauté ni pour leur valeur symbolique, mais pour leur utilité. Parmi elles, l'or occupe une place singulière. Il n'est pas présenté comme un objet de prestige, mais comme une substance nécessaire, presque fonctionnelle. Cette distinction est essentielle, car elle révèle une logique étrangère aux préoccupations humaines de l'époque. Dans les tablettes associées aux Anunnaki, l'or apparaît comme une ressource recherchée avec méthode. Il est extrait, déplacé, stocké. Le vocabulaire employé suggère un usage précis, même si celui-ci n'est jamais entièrement explicité. Ce silence n'est pas anodin. Il donne l'impression que la finalité de cette matière allait de soi pour ceux qui la manipulaient, mais qu'elle n'était pas destinée à être comprise par tous. La Terre, dans ce contexte, devient un réservoir, un lieu où certaines substances matpécroites sont présentes en quantité suffisante pour justifier un effort prolongé. L'extraction n'est pas décrite comme une activité ponctuelle, mais comme un processus continu, exigeant, épuisant. Les Anunnaki y consacrent du temps, de l'énergie, une organisation complexe. Cette persistance suggère un besoin durable, non négociable. La fatigue qui traverse ces récits prend alors une dimension nouvelle. Elle n'est pas seulement liée à la gestion du monde, mais à un travail physique, répétitif. Les dieux ne sont pas fatigués par l'ennui ou le caprice. Ils le sont par l'effort. Cette fatigue est décrite avec une sobriété qui la rend presque tangible. Elle s'accumule lentement, comme la poussière issue des sols remués encore et encore. La poussière devient ainsi un symbole discret de cette activité prolongée. Elle a le résidu de l'extraction, la trace visible d'un travail invisible. Elle s'infiltre partout, recouvre les surfaces, rappelle que la Terre est constamment transformée. Dans les récits, elle n'est jamais poétique, elle est simplement là, comme un rappel silencieux de l'effort fourni. Face à cette lassitude, une tension apparaît. Les Anunnaki commencent à remettre en question la répartition des tâches. Certains textes évoquent des chants, des plaintes, des désaccords, des tentatives de réorganisation. Le monde qu'ils gouvernent exige trop. Le maintien de l'équilibre devient un fardeau. Cette dynamique interne est rarement mise en avant, mais elle est fondamentale pour comprendre la suite.
C'est dans ce contexte que l'idée de créer une force de travail alternative prend forme, non pas comme un acte de création désintéressé, mais comme une solution pragmatique. L'humanité apparaît alors comme une réponse à un problème de gestion, une manière de prolonger l'exploitation de la Terre sans épuiser ceux qui en avaient la charge initiale. Cette origine fonctionnelle marque profondément la relation entre l'homme et le monde. L'humain est façonné pour interagir avec la matière, pour extraire, pour transporter, pour transformer. Il est adapté à la poussière, au sol, à l'effort répétitif. Son lien avec la Terre est immédiat, presque instinctif. Il n'est pas un spectateur, mais un agent. L'or, cependant, reste partiellement hors de portée. L'humanité l'extrait, le travaille, mais n'en maîtrise pas totalement la finalité. Il devient sacré, précieux, entouré de mythes. Ce glissement est révélateur. Ce qui était autrefois une ressource fonctionnelle se transforme en symbole, faute de compréhension complète. L'usage se perd, la valeur symbolique prend le relais. À mesure que les Anunnaki se retirent, cette transformation s'accentue. L'or cesse d'être une nécessité opérationnelle pour devenir un marqueur de pouvoir humain. Les temples, les palais, les objets rituels s'emparent. La matière conserve une aura particulière, comme si sa signification première continuait de résonner, même déformée. La fatigue des dieux, quant à elle, disparaît progressivement des récits. Elle s'est remplacée par des narrations plus abstraites, des conflits symboliques, des cycles mythiques. Pourtant, son empreinte demeure. Elle explique le retrait, la délégation, le silence. Elle suggère que la fin de cette gouvernance ancienne n'est pas le résultat d'un échec brutal, mais d'une usure lente. Cette usure est peut-être l'élément le plus humain de ces récits. Elle rapproche les Anunnaki de ceux qui leur succèdent. Elle les inscrit dans un temps long, soumis aux mêmes contraintes fondamentales. Travailler un monde, même avec des capacités supérieures, finit par laisser des traces. Dans cette perspective, la Terre humaine est le produit d'un double héritage, celui d'une organisation ancienne et celui d'une fatigue accumulée. Les structures laissées en place sont suffisamment solides pour perdurer, mais suffisamment incomplètes pour nécessiter une adaptation constante. L'humanité hérite d'un système fonctionnel, mais imparfait. La poussière continue de s'accumuler. Elle recouvre les anciennes zones d'extraction, les anciens centres d'activité. Elle efface les traces directes, mais pas les conséquences. Les paysages portent encore les marques de ces transformations anciennes, même si leur origine est oubliée. Les sols sont appauvris ou enrichis, les reliefs modifiés, les cours d'eau détournés. L'or, lui, reste enfoui, extrait par intermittence, toujours entouré d'une fascination persistante. Il traverse les âges sans jamais perdre entièrement son importance. Comme si quelque chose dans sa nature même continuait de répondre à un besoin que l'humanité ne parvient pas à formuler clairement. À travers cette matière et cette fatigue, se dessine une image plus nuancée des Anunnaki. Non pas des maîtres tout-puissants, mais des gestionnaires confrontés aux limites d'un monde matériel. Leur départ n'est pas un abandon, mais une transition, une transmission contrainte par l'épuisement. Et dans ce monde hérité, façonné par l'extraction et la poussière, une question demeure en suspens. Si l'humanité a été conçue pour prendre le relais d'un travail trop lourd pour ses prédécesseurs, quelles autres fonctions, peut-être moins visibles, continuons-nous d'assumer sans en connaître l'origine ni la finalité exacte? Dans les récits anciens, certaines matières reviennent avec une insistance particulière. Elles ne sont pas évoquées pour leur beauté ni pour leur valeur symbolique, mais pour leur utilité. Parmi elles, l'or occupe une place singulière. Il n'est pas présenté comme un objet de prestige, mais comme une substance nécessaire, presque fonctionnelle. Cette distinction est essentielle, car elle révèle une logique étrangère aux préoccupations humaines de l'époque. Dans les tablettes associées aux Anunnaki, l'or apparaît comme une ressource recherchée avec méthode. Il est extrait, déplacé, stocké. Le vocabulaire employé suggère un usage précis, même si celui-ci n'est jamais entièrement explicité. Ce silence n'est pas anodin. Il donne l'impression que la finalité de cette matière allait de soi pour ceux qui la manipulaient, mais qu'elle n'était pas destinée à être comprise par tous. La Terre, dans ce contexte, devient un réservoir, un lieu où certaines substances matouécroites sont présentes en quantité suffisante pour justifier un effort prolongé. L'extraction n'est pas décrite comme une activité ponctuelle, mais comme un processus continu, exigeant, épuisant. Les Anunnaki y consacrent du temps, de l'énergie, une organisation complexe. Cette persistance suggère un besoin durable, non négociable. La fatigue qui traverse ces récits prend alors une dimension nouvelle. Elle n'est pas seulement liée à la gestion du monde, mais à un travail physique, répétitif.
Les dieux ne sont pas fatigués par l'ennui ou le caprice, ils le sont par l'effort. Cette fatigue est décrite avec une sobriété qui la rend presque tangible. Elle s'accumule lentement, comme la poussière issue des sols remués encore et encore. La poussière devient ainsi un symbole discret de cette activité prolongée. Elle a le résidu de l'extraction, la trace visible d'un travail invisible. Elle s'infiltre partout, recouvre les surfaces, rappelle que la terre est constamment transformée. Dans les récits, elle n'est jamais poétique, elle est simplement là, comme un rappel silencieux de l'effort fourni. Face à cette lassitude, une tension apparaît. Les Anunnaki commencent à remettre en question la répartition des tâches. Certains textes évoquent des chants, des plaintes, des désaccords, des tentatives de réorganisation. Le monde qu'ils gouvernent exige trop. Le maintien de l'équilibre devient un fardeau. Cette dynamique interne est rarement mise en avant, mais elle est fondamentale pour comprendre la suite. C'est dans ce contexte que l'idée de créer une force de travail alternative prend forme, non pas comme un acte de création désintéressé, mais comme une solution pragmatique. L'humanité apparaît alors comme une réponse à un problème de gestion, une manière de prolonger l'exploitation de la Terre sans épuiser ceux qui en avaient la charge initiale. Cette origine fonctionnelle marque profondément la relation entre l'homme et le monde. L'humain est façonné pour interagir avec la matière, pour extraire, pour transporter, pour transformer. Il est adapté à la poussière, au sol, à l'effort répétitif. Son lien avec la Terre est immédiat, presque instinctif. Il n'est pas un spectateur, mais un agent. L'or, cependant, reste partiellement hors de portée. L'humanité l'extrait, le travaille, mais n'en maîtrise pas totalement la finalité. Il devient sacré, précieux, entouré de mythes. Ce glissement est révélateur. Ce qui était autrefois une ressource fonctionnelle se transforme en symbole, faute de compréhension complète. L'usage se perd, la valeur symbolique prend le relais. À mesure que les Anunnaki se retirent, cette transformation s'accentue. L'or cesse d'être une nécessité opérationnelle pour devenir un marqueur de pouvoir humain. Les temples, les palais, les objets rituels s'emparent. La matière conserve une aura particulière, comme si sa signification première continuait de résonner, même déformée. La fatigue des dieux, quant à elle, disparaît progressivement des récits. Elle est remplacée par des narrations plus abstraites, des conflits symboliques, des cycles mythiques. Pourtant, son empreinte demeure. Elle explique le retrait, la délégation, le silence. Elle suggère que la fin de cette gouvernance ancienne n'est pas le résultat d'un échec brutal, mais d'une usure lente. Cette usure est peut-être l'élément le plus humain de ces récits. Elle rapproche les Anunnaki de ceux qui leur succèdent. Elle les inscrit dans un temps long, soumis aux mêmes contraintes fondamentales. Travailler un monde, même avec des capacités supérieures, finit par laisser des traces. Dans cette perspective, la Terre humaine est le produit d'un double héritage, celui d'une organisation ancienne et celui d'une fatigue accumulée. Les structures laissées en place sont suffisamment solides pour perdurer, mais suffisamment incomplètes pour nécessiter une adaptation constante. L'humanité hérite d'un système fonctionnel, mais imparfait. La poussière continue de s'accumuler. Elle recouvre les anciennes zones d'extraction, les anciens centres d'activité. Elle efface les traces directes, mais pas les conséquences. Les paysages portent encore les marques de ces transformations anciennes, même si leur origine est oubliée. Les sols sont appauvris ou enrichis, les reliefs modifiés, les cours d'eau détournés. L'or, lui, reste enfoui, extrait par intermittence, toujours entouré d'une fascination persistante. Il traverse les âges sans jamais perdre entièrement son importance. Comme si quelque chose dans sa nature même continuait de répondre à un besoin que l'humanité ne parvient pas à formuler clairement. À travers cette matière et cette fatigue se dessine une image plus nuancée des Anunnaki. Non pas des maîtres tout-puissants, mais des gestionnaires confrontés aux limites d'un monde matériel. Leur départ n'est pas un abandon, mais une transition, une transmission contrainte par l'épuisement. Et dans ce monde hérité, façonné par l'extraction et la poussière, une question demeure en suspens. Si l'humanité a été conçue pour prendre le relais d'un travail trop lourd pour ses prédécesseurs, quelles autres fonctions, peut-être moins visibles, continuons-nous d'assumer sans en connaître l'origine ni la finalité exacte ? À ce stade du récit, la création de l'humanité ne ressemble plus à un acte fondateur chargé de sens moral ou spirituel. Elle apparaît plutôt comme une réponse mesurée à une contrainte devenue trop lourde. Les Anunnaki ne cherchent pas à engendrer une nouvelle espèce par curiosité ou par désir de domination. Ils cherchent une solution durable à un problème précis, inscrit dans la matière et le temps. Les tablettes
suggèrent une réflexion collective, parfois hésitante. Créer n'est pas un geste anodin. Il implique des responsabilités nouvelles, des risques, des conséquences imprévues. Pourtant, face à la fatigue accumulée, face à l'exigence constante du travail terrestre, l'option devient inévitable. La Terre doit continuer de fonctionner. Les ressources doivent être extraites. L'équilibre doit être maintenu. Et ceux qui en avaient un à la charge ne peuvent de plus l'assumer seuls. L'humanité est alors pensée non comme une fin, mais comme un moyen. Une interface entre la Terre et ceux qui la gouvernent. Un être capable de supporter l'effort physique, de s'adapter aux conditions changeantes, de répéter des gestes sans s'épuiser aussi vite. Cette conception pragmatique marque profondément la manière dont l'homme est décrit dans les récits les plus anciens. Il n'est pas célébré, il est introduit. La matière utilisée pour cette création est significative. La poussière, l'argile, le sol même de la terre. Rien d'étranger, rien de céleste. L'homme est façonné à partir de ce qu'il devra travailler. Il est, dès l'origine, lié à la matière qu'il transformera. Cette proximité n'est pas symbolique, elle est fonctionnelle, elle garantit une compatibilité immédiate entre l'être créé et son environnement. Le geste de création, tel qu'il est décrit, n'a rien de spectaculaire. Il est précis, méthodique. Il ressemble davantage à une opération maîtrisée qu'à une explosion d'énergie créatrice. Cette sobriété renforce l'idée d'une solution technique élaborée par des entités habituées à intervenir sur le monde matériel. Une fois créé, l'homme n'est pas laissé à lui-même. Il est intégré dans un système déjà en place. On lui transmet des tâches, des règles, des limites. Il apprend par imitation, par répétition. La connaissance qu'il reçoit est fragmentaire, suffisante pour fonctionner, mais insuffisante pour comprendre l'ensemble. Cette transmission partielle est essentielle. Elle garantit l'efficacité sans encourager l'autonomie totale. Les Anunnaki conservent ainsi un rôle de supervision. Ils observent, corrigent, ajustent. Leur présence reste nécessaire mais moins constante. L'homme devient un prolongement de leur action, une extension de leur volonté dans les zones où ils ne souhaitent plus intervenir directement. Le monde commence à changer de rythme. La charge se répartit. Cette organisation initiale explique en partie la structure hiérarchique des premières sociétés humaines. Le travail est central, l'obéissance est valorisée. Les règles sont perçues comme immuables, car elles sont associées à une autorité antérieure. La question du pourquoi importe moins que celle du comment. Maintenir l'ordre devient une priorité. Avec le temps, cette relation évolue. Les Anunnaki se retirent progressivement de la gestion quotidienne. Leur rôle devient plus distant, plus symbolique. L'homme, lui, continue de travailler, d'extraire, de bâtir. Il reproduit des gestes appris sans toujours en saisir l'origine. La création comme solution devient une condition permanente. Ce glissement transforme la perception humaine de la création elle-même. Ce qui était au départ un acte fonctionnel devient un mythe fondateur. L'homme commence à se raconter comme une création exceptionnelle, unique, centrale. La fonction originelle s'estompe. Le récit se charge de sens nouveaux, adaptés à une humanité désormais plus autonome. Pourtant, certaines traces persistent. L'idée que l'homme est lié au travail, à la terre, à l'effort, traverse les cultures. Elle se retrouve dans des récits éloignés, sous des formes différentes. Le lien entre l'humain et la poussière reste constant. Il rappelle une origine où la création n'était pas un privilège, mais une nécessité. Dans cette perspective, la liberté humaine apparaît comme une acquisition progressive, non comme un don initial. Elle se développe à mesure que la supervision se relâche. L'homme apprend à décider, à innover, parfois à se tromper. Mais cette autonomie reste encadrée par des structures héritées. Les outils, les lois, les cadres sociaux portent encore l'empreinte de leur fonction première. La création comme solution a ainsi des conséquences profondes sur la manière dont l'humanité se situe dans le monde. Elle se perçoit à la fois comme héritière et comme exécutante. Elle occupe un espace préparé mais doit apprendre à l'habiter sans ceux qui l'avaient conçu. Cette situation engendre une tension constante entre fidélité à l'ordre ancien et adaptation aux réalités nouvelles. Les Anunnaki, dans leur retrait, laisseront derrière eux un monde qui fonctionne, mais qui n'est plus entièrement guidé. Leur absence n'est pas totale, mais elle devient suffisamment marquée pour que l'homme commence à interpréter seul les règles. Les mythes remplacent les instructions directes. Les rituels prennent la place des procédures. La mémoire se transforme. Cette transformation n'est ni brutale ni uniforme. Elle s'étale sur des générations. Chaque société humaine ajuste l'héritage à sa manière. Certaines conservent une stricte fidélité aux modèles anciens.
D'autres les modifient, les simplifient, les détournent, mais toutes partagent une même origine fonctionnelle, même si elle est oubliée. La création comme solution explique aussi pourquoi certaines connaissances semblent apparaître trop tôt dans l'histoire humaine. Des techniques, des organisations, des concepts émergent rapidement, comme s'ils étaient déjà partiellement intégrés. Ils ne sont pas inventés à partir de rien. Ils sont réactivés, adaptés, transmis de manière diffuse. À mesure que l'humanité gagne en confiance, elle commence à se percevoir comme créatrice à son tour. Elle façonne le monde, modifie les paysages, extrait toujours plus profondément. Elle répète à une autre échelle le geste de ceux qui l'ont précédée. La solution devient à son tour source de nouveaux déséquilibres. Et dans cette continuité silencieuse, une interrogation s'impose naturellement. Si l'humanité a été conçue comme une réponse à une fatigue ancienne, comme une solution pragmatique à un monde exigeant, alors à quel moment cette solution devient-elle à son tour un problème et qui, le moment venu, sera appelé à prendre le relais ? Lorsque l'humanité commence à agir de manière autonome, quelque chose d'étrange se produit. Les gestes appris fonctionnent, les structures héritées tiennent, les cycles se répètent avec une régularité rassurante. Pourtant, la compréhension profonde de cet ensemble fait défaut. L'intelligence nécessaire à l'utilisation du monde est bien présente, mais son origine reste floue. Elle n'a pas été découverte. Elle a été transmise. Les récits anciens laissent entendre que le savoir accordé à l'humanité n'était jamais total. Il était suffisant pour agir, jamais assez pour transformer entièrement. Cette distinction est essentielle. Elle suggère une volonté de contrôle, mais aussi une prudence. Donner trop aurait rendu l'humanité imprévisible. Donner trop peu aurait compromis la continuité du système. L'équilibre se situait entre ces deux extrêmes. Ainsi, l'homme apprend à cultiver sans comprendre pleinement les cycles qui gouvernent la Terre. Il observe le ciel, mais sans en saisir toutes les implications. Il construit selon des principes transmis, sans toujours savoir pourquoi certaines formes fonctionnent mieux que d'autres. L'intelligence humaine se développe à l'intérieur d'un cadre déjà tracé, comme une pensée guidée par des rails invisibles. Cette intelligence héritée se manifeste très tôt par une capacité remarquable à organiser. Les premières sociétés humaines ne se contentent pas de survivre. Elles structurent, elles hiérarchisent, elles planifient. Elles créent des systèmes sociaux complexes à partir de populations encore limitées. Cette rapidité intrigue. Elle donne l'impression que certaines notions fondamentales étaient déjà présentes, prêtes à être activées. Les Anunnaki, dans les tablettes, sont souvent associés à l'acte d'enseigner. Ils montrent, ils corrigent, ils transmettent des règles. Mais ils expliquent rarement. Le savoir circule sous forme de modèles à reproduire, non de concepts à discuter. Cette pédagogie implicite façonne durablement la pensée humaine. L'imitation devient une forme d'apprentissage privilégié. Ce mode de transmission a une conséquence profonde. Il ancre l'intelligence humaine dans le concret. L'homme comprend ce qu'il voit fonctionner. Il répète ce qui donne des résultats. En revanche, ce qui dépasse l'expérience immédiate devient sacré, mystérieux, parfois interdit. La frontière entre le savoir et le mythe se dessine précisément là où l'explication s'arrête. À mesure que les Anunnaki se retirent, cette intelligence transmise commence à évoluer seule. Elle se fragmente, elle se diversifie. Chaque culture interprète à sa manière les modèles hérités. Certaines conservent une grande fidélité aux formes anciennes. D'autres innovent, combinent, expérimentent, mais toutes partent d'un socle commun, même s'il est méconnaissable. Cette continuité se retrouve dans des concepts étonnamment similaires à travers des civilisations éloignées. L'idée d'un ordre cosmique, d'une hiérarchie naturelle, d'un lien entre le ciel et la terre apparaît sous des formes variées, mais persistantes. Ces idées ne sont pas imposées par l'environnement seul. Elles semblent répondre à une vision du monde plus ancienne, intégrée avant même l'émergence de ces cultures. L'intelligence humaine se construit alors dans un paradoxe. Elle est suffisamment puissante pour transformer le monde, mais suffisamment limitée pour ne jamais en saisir la totalité. Elle fonctionne par couches successives, accumulant des interprétations sur un fondement initial jamais entièrement remis en question. Ce fondement devient invisible précisément parce qu'il est omniprésent. Les mythes jouent un rôle central dans ce processus. Ils ne sont pas de simples récits symboliques. Ils sont des contenants de savoir compressés, des fragments d'informations transformés pour survivre à l'oubli. Lorsque l'explication rationnelle disparaît, le récit prend le relais. Il conserve la structure même si le sens se modifie. Cette transformation du savoir en mythe
n'est pas une perte totale. Elle permet à certaines idées de traverser des millénaires, mais elle introduit aussi une distorsion. Ce qui était autrefois une instruction devient une parabole. Ce qui était une observation devient un dogme. L'intelligence transmise continue d'agir, mais de manière indirecte. L'homme commence alors à attribuer à cette intelligence une origine divine, non parce qu'elle est incompréhensible, mais parce qu'elle est antérieure. Ce qui précède l'homme est perçu comme supérieur. Ce qui n'a pas été inventé par lui devient sacré. Cette sacralisation protège le savoir, mais le fige aussi. À mesure que les sociétés humaines gagnent en autonomie, elles commencent à produire leur propre intelligence. Elles observent, expérimentent, déduisent. Mais même cette intelligence nouvelle s'inscrit dans des cadres anciens. Les questions posées, les méthodes employées, les objectifs poursuivis reflètent encore l'héritage initial. L'homme explore un monde dont les règles fondamentales lui ont été données. Ce phénomène explique peut-être pourquoi certaines avancées humaines semblent à la fois naturelles et étrangement guidées, comme si l'humanité avançait dans une direction déjà balisée. Les découvertes apparaissent lorsque les conditions sont réunies, non au hasard. Elles émergent d'un potentiel latent, activé progressivement. Dans cette perspective, l'intelligence humaine n'est pas une création spontanée, mais une continuation. Elle prolonge une logique plus ancienne, adaptée à une nouvelle échelle. Les Anunnaki n'auraient pas transmis des réponses, mais une manière de penser. Une façon d'interagir avec le monde centrée sur l'organisation, la mesure, la gestion. Cette manière de penser comporte ses limites. Elle privilégie le contrôle à la compréhension globale. Elle favorise l'exploitation au détriment de l'équilibre à long terme. Elle fonctionne tant que le cadre hérité tient, mais elle devient problématique lorsque les conditions changent. L'intelligence transmise n'est pas nécessairement adaptée à toutes les évolutions. L'humanité commence alors à ressentir une tension. Elle perçoit les failles du système sans toujours comprendre leur origine. Elle tente de corriger, d'optimiser, d'intensifier. Mais ces réponses restent souvent inscrites dans la logique initiale. Elles prolongent le problème au lieu de le résoudre. Cette situation n'est pas sans rappeler celle des Anunnaki eux-mêmes. Eux aussi étaient confrontés à un monde exigeant, à une charge croissante, à une fatigue accumulée. Eux aussi ont cherché une solution dans la transmission. L'humanité, à son tour, se retrouve face à des limites similaires. L'intelligence transmise, non expliquée, devient alors un héritage ambivalent. Elle permet le développement, mais elle enferme aussi dans des schémas anciens. Elle offre des outils, mais pas toujours les clés pour les repenser. Elle guide, sans éclairer entièrement. Et dans ce long processus d'apprentissage partiel, une question émerge lentement, sans urgence, mais avec une persistance troublante. Si l'intelligence humaine est le prolongement d'une pensée plus ancienne, transmise sans être totalement révélée, alors jusqu'où cette continuité s'étend-elle encore, et à quel moment l'humanité devra-t-elle apprendre non plus à utiliser cet héritage, mais à le comprendre vraiment ? Lorsque l'on observe les premières concentrations humaines durables, une impression singulière se dégage. Les villes ne semblent pas hésiter. Elles apparaissent avec une assurance qui contraste avec la fragilité supposée des sociétés qui les ont édifiées. Plans organisés, zones dédiées, circulation maîtrisée. Ces espaces ne donnent pas l'image d'une expérimentation lente, mais celle d'une application réfléchie. Comme si la ville n'était pas une invention progressive, mais une idée déjà mûre. Les récits anciens n'insistent pas sur une longue période d'errance avant l'établissement urbain. Ils évoquent plutôt une transition rapide. L'homme passe du campement à la cité avec une facilité déroutante. Cette accélération intrigue, car bâtir une ville implique une compréhension fine de l'environnement, de la logistique, des relations sociales. Or, ces compétences semblent déjà présentes. Les villes surgissent souvent dans des lieux stratégiques, parfois contraignants. Des zones exposées aux crues, des plateaux exigeant un approvisionnement constant, des régions où la survie dépend d'une coordination collective précise. Ces choix ne sont pas les plus simples. Ils suggèrent une confiance dans des structures capables de gérer la complexité. Une confiance difficile à expliquer sans un cadre préalable. Dans les textes associés aux Anunnaki, la ville n'est pas une création humaine. Elle est un espace fonctionnel utilisé avant l'homme, un lieu de rassemblement, de décision, de stockage. Lorsque l'humanité en hérite, elle n'invente pas la cité. Elle la reprend. Elle en adapte l'échelle mais conserve la logique. La ville devient un outil de gestion, non seulement des populations, mais du territoire lui-même. Cette continuité se manifeste dans l'organisation interne des premières cités.
Les zones de travail, de pouvoir, de culte ne sont pas mélangées au hasard. Elles répondent à une hiérarchie claire. Le centre est réservé à ce qui relie la communauté à l'ordre supérieur, qu'il soit divin ou administratif. Les périphéries accueillant l'activité quotidienne. Cette structuration reflète une vision du monde où chaque fonction a sa place. Les matériaux utilisés renforcent cette impression. Les briques, les pierres, les méthodes d'assemblage montrent une maîtrise rapide. Les erreurs existent, mais elles sont corrigées. Les formes se stabilisent. La ville devient un organisme cohérent, capable de durer. Cette stabilité précoce contraste avec l'idée d'une humanité encore en apprentissage. Les villes surgies trop tôt portent aussi une mémoire. Elles sont souvent construites sur des couches plus anciennes, des niveaux enfouis, des fondations réutilisées, des orientations conservées malgré les reconstructions. Chaque nouvelle ville semble respecter quelque chose de préexistant, comme si le lieu lui-même imposait certaines règles. Cette persistance suggère que les sites urbains ne sont pas choisis uniquement pour des raisons pratiques immédiates. Ils semblent répondre à des critères plus anciens, peut-être liés à l'organisation du monde hérité des Anunnaki. Les villes humaines se greffent sur des points nodaux, des intersections naturelles ou symboliques déjà reconnues. Avec le temps, ces cités deviennent des centres de pouvoir humain, mais leur légitimité reste liée à l'ancien ordre. Les rois règnent depuis des villes consacrées, les temples occupent des emplacements centraux. Le pouvoir humain se présente comme un prolongement, non comme une rupture. La ville devient un théâtre où se rejoue une gouvernance ancienne adaptée à de nouveaux acteurs. Cette situation crée une tension subtile. L'humanité contrôle désormais la ville, mais elle en respecte les formes héritées. Elle administre, mais selon des règles qui ne lui appartiennent pas entièrement. Cette tension nourrit les mythes urbains, les récits de fondation, les légendes de dieux bâtisseurs. Ils servent à justifier une structure dont l'origine est obscure. À mesure que les villes se multiplient, cette logique se diffuse. Des modèles similaires apparaissent dans des régions éloignées. Non pas identiques, mais comparables dans leur organisation. La ville devient une idée universelle, comme si elle répondait à une conception partagée du monde. Cette universalité est difficile à attribuer uniquement à l'environnement ou à la nécessité. Les villes ne sont pas seulement des lieux de vie, elles sont des dispositifs. Elles concentrent les ressources, les savoirs, les décisions. Elles transforment le rapport de l'homme à la terre. La nature devient périphérique. Le monde est observé depuis un centre. Cette centralisation reflète une vision héritée d'une gouvernance antérieure, habituée à gérer à distance. Dans cette perspective, la ville humaine apparaît comme un outil laissé en héritage, un outil puissant mais exigeant. Il nécessite une coordination constante, une surveillance, une adaptation. Lorsque ces conditions ne sont plus réunies, la ville décline. Elle est abandonnée, recouverte, oubliée, mais rarement détruite volontairement, comme si elle conservait une valeur latente, même inutilisée. Les ruines urbaines témoignent de cette ambivalence. Elles ne sont pas perçues comme des échecs, mais comme des vestiges, des traces d'un ordre passé respecté autant parfois crainte. L'homme ne les efface pas complètement. Il les intègre dans le paysage, les réutilise, les sacralise. La ville, même morte, conserve une autorité. Cette autorité silencieuse renforce l'idée d'un monde hérité. Les villes humaines ne sont pas seulement des créations culturelles, elles sont des réponses à une structure plus ancienne. Elles prolongent une manière d'habiter la Terre qui précède l'homme lui-même. Une manière fondée sur la centralisation, la mesure, la permanence. À mesure que l'humanité progresse, elle complexifie la ville. Elle ajoute des couches, des fonctions, des symboles, mais le noyau reste stable. La logique initiale persiste. La ville demeure un espace où le monde est résumé, organisé, contrôlé. Un microcosme reflétant une vision globale. Cette continuité pose une question discrète mais essentielle. Si les villes humaines sont apparues si tôt, si structurées, si cohérentes, est-ce parce que l'humanité était déjà prête ou parce que le modèle qu'elle a suivi existait depuis bien plus longtemps, attendant simplement de nouveaux habitants pour reprendre vie? Lorsque les premières figures royales émergent, elles ne se présentent jamais comme des autorités isolées. Leur pouvoir est toujours relié à autre chose, à une source plus ancienne, plus haute, parfois invisible. Les rois ne parlent pas en leur nom propre, ils se disent choisis, désignés, établis. Leur légitimité ne vient pas de la conquête seule, mais d'un accord avec un ordre qui les dépasse. Cette dépendance n'est pas seulement symbolique, elle structure la manière dont le pouvoir est exercé. Les décisions majeures sont justifiées par des signes, des lois héritées, des volontés attribuées aux dieux. Le roi agit comme un intermédiaire.
Il traduit, il applique, il maintient. Il ne crée pas l'ordre. Il en assure la continuité. Dans les récits liés aux Anunnaki, cette fonction intermédiaire est déjà présente avant l'humanité. Certains dieux commandent, d'autres exécutent. Le pouvoir est distribué, hiérarchisé. Lorsqu'un roi humain apparaît, il s'insère dans cette logique existante. Il occupe une place vacante, mais selon des règles préétablies. Le trône n'est pas une invention humaine, c'est une fonction héritée. Cette continuité explique la rigidité des premières monarchies. Les rois ne sont pas libres d'agir selon leur seule volonté. Ils sont contraints par des lois présentées comme anciennes, immuables. Toute transgression est perçue comme un déséquilibre cosmique, non comme une simple erreur politique. Le pouvoir devient un fardeau autant qu'un privilège. Les rituels d'intronisation reflètent cette conception. Ils ne célèbrent pas l'individu, mais la fonction. Le roi est investi par des gestes, des paroles, des symboles qui le relient à un ordre antérieur. Il devient le point de contact entre le monde humain et ce qui reste de la gouvernance ancienne. Sa personne importe moins que ce qu'il représente. Cette situation crée une forme de solitude paradoxale. Le roi est au sommet de la hiérarchie humaine, mais il n'est jamais seul. Il règne sous le regard constant de forces invisibles, de traditions pesantes, de récits infondateurs. Son autorité est surveillée, conditionnée, limitée. Il gouverne, mais toujours accompagné. Les temples jouent un rôle central dans ce dispositif. Ils ne sont pas de simples lieux de culte. Ils sont des centres de décision, de conservation du savoir, de validation du pouvoir. Les prêtres interprètent les signes, rappellent les lois anciennes, encadrent l'action royale. Ils incarnent la mémoire vivante de l'ordre hérité. Cette alliance entre pouvoir politique et autorité sacrée n'est pas accidentelle. Elle prolonge une organisation plus ancienne, où gouverner signifiait maintenir un équilibre entre différentes sphères. Le roi humain hérite de cette responsabilité sans en maîtriser tous les paramètres. Il doit faire confiance à des interprétations, à des traditions, à des textes parfois obscurs. À mesure que les Anunnaki deviennent des figures plus lointaines, leur influence se diffuse dans ces institutions. Ils ne sont plus présents, mais leur absence structure le pouvoir. Les rois gouvernent en leur nom, ou du moins en ce qu'il en reste. Cette situation crée une stabilité apparente, mais aussi une fragilité latente, car lorsque l'interprétation change, lorsque les signes sont mal compris, l'ordre vacille. Les récits anciens évoquent des règnes troublés, des catastrophes, des chutes brutales. Ces événements sont rarement attribués à des causes humaines simples. Ils sont perçus comme des ruptures avec l'ordre ancien, des erreurs dans la transmission. Cette vision influence profondément la manière dont l'histoire est racontée. Les succès sont des confirmations de la faveur divine. Les échecs sont des avertissements. Le roi devient responsable non seulement de la prospérité matérielle, mais de l'alignement du monde humain avec un ordre invisible. Son rôle dépasse largement la gestion quotidienne. Dans ce contexte, la notion de souveraineté humaine reste incomplète. Le roi ne possède pas le pouvoir, il le garde. Il en est le dépositaire temporaire. Cette conception limite l'innovation radicale. Elle favorise la conservation, la répétition, la fidélité aux modèles anciens. Changer trop revient à risquer le déséquilibre. Cette prudence explique en partie la longévité de certaines structures politiques. Elles évoluent lentement, par ajustements successifs. Les révolutions sont rares et souvent présentées comme des ruptures tragiques. Le pouvoir préfère s'inscrire dans une continuité, même imparfaite, plutôt que de s'affranchir totalement de l'héritage. Lorsque des rois tentent de se présenter comme des figures absolues, leur discours reste imprégné de références anciennes. Ils se comparent aux dieux, se disent fils ou représentants. Ils ne rompent pas avec l'ordre hérité. Ils cherchent à l'incarner pleinement. Cette démarche révèle à quel point l'idée d'une autorité indépendante reste difficile à concevoir. Avec le temps, l'humanité commence à questionner cette dépendance. Des formes de pouvoir alternatives émergent. Des assemblées, des lois écrites, des systèmes plus collectifs apparaissent. Pourtant, même ces innovations conservent des traces de l'ancien modèle. L'idée d'un ordre supérieur persiste parfois sous une forme plus abstraite. La figure du roi évolue, mais sa fonction originelle laisse une empreinte durable. Gouverner reste associé à la responsabilité de maintenir un équilibre global. Le pouvoir n'est jamais entièrement profane, il est chargé d'une dimension héritée, même lorsque les dieux se taisent. Si les Anunnaki ont réellement gouverné la Terre avant l'humanité, alors les rois humains n'auraient été que des relais. Des gardiens temporaires d'un système conçu pour durer au-delà de ses créateurs. Leur règne ne serait pas une domination, mais une continuité sous surveillance.
Cette perspective invite à une réflexion plus large sur l'autorité elle-même. Peut-être que ce que l'humanité appelle pouvoir n'est, depuis l'origine, qu'une fonction transmise, adaptée à des acteurs toujours changeants, une fonction qui ne disparaît jamais vraiment, même lorsque ceux qui l'ont instaurée se sont retirés. Et tandis que les rois humains continuent de régner sous l'ombre de cet héritage, une question se dessine lentement. Si aucun souverain n'a jamais régné seul, si chaque autorité s'est appuyée sur un ordre plus ancien, alors que devient ce pouvoir lorsque la mémoire de ses origines s'efface presque entièrement, et qui, à cet instant précis, gouverne réellement le monde. À un moment difficile à situer avec précision, quelque chose change. Les récits cessent de décrire une présence directe. Les Anunnaki n'interviennent plus dans les tâches quotidiennes, ne corrigent plus ouvertement, ne descendent plus parmi les hommes. Pourtant, le monde ne s'effondre pas. Les fleuves continuent de couler, les villes demeurent habitées, les cycles se poursuivent. Le retrait se fait sans rupture apparente. Cette absence progressive est l'un des aspects les plus troublants de l'héritage ancien. Lorsqu'un ordre disparaît brutalement, il laisse derrière lui le chaos. Ici, il n'y a pas de chaos immédiat, il y a une continuité. Les structures restent en place. Les lois sont encore appliquées. Les rituels se poursuivent, comme si le système avait été conçu pour fonctionner sans ses initiateurs. Les textes évoquent rarement ce retrait comme un événement. Il n'est pas dramatique, il n'est pas annoncé. Il se manifeste plutôt par un silence croissant. Les interventions deviennent symboliques. Les communications passent par des signes, des songes, des larmes, des interprétations. La présence se transforme en distance. Le pouvoir ancien ne disparaît pas, il se retire derrière un voile. Ce type de retrait suggère une planification. On ne quitte pas un monde complexe sans s'assurer qu'il puisse continuer. Les Anunnaki semblent avoir laissé derrière eux des mécanismes de stabilité, des règles suffisamment simples pour être reproduites, des structures suffisamment robustes pour résister aux erreurs humaines. Le système est imparfait, mais il tient. L'humanité, de son côté, ne perçoit pas immédiatement cette transition comme une perte. Elle continue d'agir selon les modèles appris, elle interprète le silence comme une approbation tacite. Les dieux ne parlent plus, mais ils n'interdisent pas. Cette ambiguïté ouvre un espace nouveau, celui de l'initiative humaine. Progressivement, les décisions ne sont plus seulement exécutées, elles sont adaptées. Les règles sont interprétées, parfois contournées. Le pouvoir humain gagne en autonomie, mais sans rompre avec l'ordre ancien. Il se développe dans les interstices laissés par le retrait. Cette évolution est lente, presque imperceptible à l'échelle d'une vie humaine. Les mythes s'ajustent pour expliquer cette absence. Les dieux sont dits lointains, occupés ailleurs, retirés dans les hauteurs. Leur silence devient un élément du récit. Il est sacralisé. L'humanité apprend à vivre sans directive directe, mais sous le regard supposé d'une autorité toujours présente en arrière-plan. Cette situation crée une stabilité particulière. Le monde n'est plus surveillé en permanence, mais il reste encadré par des croyances, des traditions, des lois héritées. Le retrait sans effondrement permet à l'humanité de se développer sans être livrée au désordre total. Il offre une transition, non une rupture. Certaines sociétés humaines semblent même prospérer dans cette configuration. Elles innovent, explorent, étendent leur territoire. L'absence de contrôle direct libère des possibilités nouvelles, mais cette liberté reste conditionnelle. Elle s'exerce à l'intérieur d'un cadre ancien, jamais totalement abandonné. Les vestiges archéologiques reflètent cette continuité. Les techniques évoluent, mais les principes de base demeurent. Les villes changent d'échelle, mais leur logique reste similaire. Les structures sociales se complexifient, mais elles conservent une hiérarchie marquée. Le retrait des Anunnaki n'efface pas leur influence, il la rend plus diffuse. Ce retrait progressif explique aussi pourquoi l'idée d'un âge d'or perdu apparaît dans de nombreuses cultures. Ce n'est pas tant la nostalgie d'un paradis que le souvenir d'une gouvernance claire, d'un ordre compréhensible. Lorsque les règles vont être données, non débattues, lorsque le monde semblait avoir un centre identifiable. Avec l'absence, ce centre devient abstrait. L'autorité se fragmente, les interprétations se multiplient, les conflits apparaissent, l'humanité doit apprendre à négocier, à arbitrer, à décider sans certitude absolue. Le retrait sans effondrement est aussi le début de l'incertitude. Pourtant, même dans cette incertitude, quelque chose résiste. Les grandes structures du monde restent étonnamment stables sur de longues périodes. Les cycles agricoles, les grandes voies de circulation, les centres urbains persistent.
Cette résilience suggère que le système initial était conçu pour durer bien au-delà de la présence de ses créateurs. Il est possible que les Anunnaki aient anticipé leur départ, non comme une fin mais comme une étape. L'humanité aurait été pensée comme un successeur provisoire, capable de maintenir l'équilibre sans en comprendre totalement les fondements. Une solution transitoire mais durable. Ce scénario explique l'absence de catastrophe globale associée à leur retrait. Il n'y a pas de chute brutale, seulement un glissement. Le monde continue, légèrement désorienté mais fonctionnel. L'homme hérite non seulement de la Terre, mais de sa charge, de ses contraintes, de ses équilibres fragiles. À mesure que le souvenir des Anunnaki s'estompe, leur retrait devient définitif dans la conscience humaine. Ils passent du statut de gouvernant à celui de figure mythique. Leur absence n'est plus vécue comme un manque, mais comme une condition normale. Le monde humain s'installe dans cette nouvelle normalité. Pourtant, certaines questions persistent, enfouies sous les récits. Pourquoi ce retrait précis, à ce moment-là ? Était-il volontaire ou imposé par des changements plus profonds ? Était-ce la Terre elle-même qui devenait difficile à gouverner selon les anciens critères ? Le retrait sans effondrement n'est pas une fin de l'histoire. C'est une transformation silencieuse, un passage de relais qui laisse derrière lui un monde en équilibre instable, capable de durer, mais vulnérable aux erreurs de ceux qui en ont désormais la charge. Et alors que l'humanité poursuit son chemin, construisant, détruisant, réorganisant ce qui lui a été laissé, une interrogation demeure, calme mais persistante. Si un ordre ancien a pu se retirer sans provoquer l'effondrement du monde, cela signifie-t-il que cet ordre existe toujours, quelque part en retrait, attendant peut-être le moment où l'équilibre exigera à nouveau une présence plus directe ? Après le retrait, ce qui demeure n'est pas seulement un monde fonctionnel, mais un ensemble d'outils. Des outils matériels, conceptuels, sociaux. Ils sont suffisants pour continuer, mais pas pour comprendre entièrement. Cette incomplétude devient l'une des caractéristiques fondamentales de la condition humaine. L'homme hérite de moyens puissants, mais d'instructions fragmentaires. Les récits anciens laissent entrevoir cette situation avec une certaine ambiguïté. Ils évoquent des dons, des savoirs transmis, des règles établies. Mais ils parlent aussi d'interdits, de limites, de connaissances réservées. L'humanité reçoit ce qui est nécessaire, jamais ce qui est total. Cette retenue n'est pas présentée comme une punition, mais comme une précaution. Les outils hérités prennent de nombreuses bonnes formes. Il y a les techniques de base liées à l'agriculture, à la construction, à l'organisation sociale. Elles apparaissent tôt, se diffusent rapidement, se stabilisent. Leur efficacité suggère qu'elles ne sont pas issues d'une longue expérimentation aléatoire, mais d'un cadre déjà éprouvé. L'homme les adopte, les adapte, mais ne les invente pas entièrement. Il y a aussi des outils plus subtils, des concepts comme la mesure, la hiérarchie, la loi, le temps structuré. Ces abstractions ne sont pas naturelles au sens instinctif, elles demandent un apprentissage, une transmission. Leur apparition précoce dans l'histoire humaine intrigue. Elles semblent répondre à des besoins qui dépassent la simple survie. Ces outils conceptuels fonctionnent comme des interfaces. Ils permettent à l'homme d'interagir avec un monde déjà organisé. Mais comme toute interface, ils masquent une partie de la complexité sous-jacente. L'homme peut agir sans voir l'ensemble, il peut gérer sans comprendre toutes les conséquences. Cette situation crée une tension constante. Les outils fonctionnent, mais parfois de manière imprévisible. Les structures sociales tiennent, puis se fissurent. Les techniques produisent des résultats, puis engendrent des déséquilibres. L'homme ajuste, corrige, invente des solutions locales sans jamais avoir accès au plan global. Les mythes jouent ici un rôle particulier. Ils servent de manuels incomplets. Ils transmettent des avertissements, des modèles de comportement, des récits de conséquences, mais ils ne fournissent pas de mode d'emploi détaillé. Ils fonctionnent par analogie, par image. Ils préservent une mémoire postulate, mais au prix de la précision. À mesure que l'humanité progresse, elle commence à transformer ses outils. Elle les combine, les détourne, les amplifie. Des techniques deviennent plus complexes. Les concepts se raffinent, mais l'incomplétude demeure. Chaque avancée révèle de nouvelles limites. Chaque solution engendre de nouveaux problèmes. Cette dynamique rappelle celle d'un système conçu pour être utilisé, non pour être modifié en profondeur. Les outils hérités sont robustes dans leur usage prévu, mais fragiles lorsqu'ils sont détournés. L'humanité découvre peu à peu ces fragilités, souvent par l'erreur. Certaines civilisations semblent s'approcher dangereusement des limites de ces outils. Elles centralisent excessivement,
exploite sans mesure, rigidifie des structures conçues bien pour rester flexibles. Ces excès conduisent à des effondrements locaux, à des crises, à des abandons. Mais jamais à une remise en question totale du cadre. Chaque effondrement est suivi d'une reconstruction. Les outils sont repris, parfois simplifiés, parfois réinterprétés. La mémoire des erreurs se conserve sous forme de récits, de lois, de tabous. L'humanité apprend, mais lentement, toujours à l'intérieur d'un héritage qu'elle n'a pas choisi. Les Anunnaki, dans ce schéma, apparaissent comme des concepteurs prudents. Ils n'ont pas laissé un monde nu, ils ont laissé des systèmes capables de survivre à leur absence. Mais ils n'ont pas livré les clés de leur conception. Cette asymétrie protège le monde d'une utilisation incontrôlée, mais elle condamne aussi l'humanité à une compréhension partielle. Cette compréhension partielle nourrit l'innovation humaine. Faute de savoir pourquoi, l'homme explore comment. Il teste, il observe, il compare. Il développe une intelligence empirique adaptée aux outils dont il dispose. Cette intelligence est puissante, mais elle reste réactive, non anticipatrice. À mesure que les siècles passent, cette situation devient la norme. L'homme ne se perçoit plus comme un héritier d'outils inachevés, mais comme leur créateur légitime. L'origine se perd, les limites sont perçues comme naturelles, le monde tel qu'il est devient la seule référence. Pourtant, certaines anomalies persistent, des structures dont l'utilité originelle n'est plus claire, des règles dont la justification s'est effacée, des pratiques maintenues par tradition, sans compréhension. Ces éléments agissent comme des rappels discrets d'un héritage plus ancien. L'humanité commence alors à produire ses propres outils conceptuels pour combler ces lacunes. La philosophie, la science, les systèmes symboliques tentent d'expliquer ce qui n'a jamais été entièrement transmis. Ces efforts produisent des éclairages partiels, mais aussi de nouvelles abstractions, parfois éloignées de l'expérience directe. Cette accumulation de couches interprétatives complexifie encore le rapport au monde. Les outils hérités sont enveloppés de récits nouveaux, de justifications modernes. Leur origine devient presque indiscernable. Pourtant, leur structure profonde continue d'influencer les choix humains. Dans ce contexte, l'idée d'un monde laissé avec des outils inachevés prend une dimension particulière. Elle suggère que l'humanité n'est pas confrontée à un manque, mais à un excès de confiance. Les outils fonctionnent suffisamment bien pour masquer leurs limites jusqu'au moment où celles-ci deviennent critiques. Cette situation place l'humanité dans une position similaire à celle de ses prédécesseurs. Elle gère un monde complexe, avec des moyens puissants, mais une compréhension incomplète. Elle commence à ressentir une fatigue, non physique mais structurelle. Une fatigue liée à la gestion d'un système dont les fondations échappent. Et dans cette fatigue émergente, une question se forme lentement, presque malgré elle. Si l'humanité a hérité d'outils qu'elle ne comprend pas entièrement, conçus pour un usage précis dans un autre contexte, alors que se passera-t-il lorsque ces outils atteindront les limites pour lesquelles ils n'ont jamais été conçus, et qui, à ce moment-là, sera capable d'en repenser l'ensemble ? Lorsque la présence directe s'estompe et que les outils demeurent sans explication complète, la mémoire doit trouver une autre forme pour survivre. C'est ainsi que les mythes prennent place. Non comme de simples récits imaginaires, mais comme des structures de conservation. Ils condensent, simplifient, transforment des informations complexes en histoires transmissibles. Ce qui ne peut plus être expliqué devient raconté. Les mythes apparaissent souvent à des moments de transition. Ils émergent lorsque le lien avec l'origine se fragilise. Leur fonction première n'est pas de divertir, mais de préserver. Ils retiennent l'essentiel, au prix de la précision. Ils sacrifient le détail pour sauver la structure. Cette compression de la mémoire est une stratégie de survie culturelle. Dans les récits associés aux Anunnaki, cette transformation est particulièrement visible. Les descriptions initiales, relativement concrètes, deviennent progressivement symboliques. Les gestes techniques se muent en actes divins. Les décisions administratives se transforment en volonté cosmique. Ce glissement n'est pas une invention gratuite. Il reflète une perte de contexte. Lorsque l'explication disparaît, le symbole prend le relais. Il permet de transmettre une idée sans en comprendre tous les mécanismes. Le mythe devient ainsi un outil cognitif. Il maintient une cohérence là où la compréhension rationnelle fait défaut. Il relie le présent à un passé devenu inaccessible. Cette fonction se retrouve dans la structure même des mythes. Ils sont répétitifs, cycliques, remplis de motifs récurrents. Les mêmes thèmes apparaissent dans des cultures éloignées. Une création à partir de la terre, une intervention venue du ciel,
un retrait silencieux, une punition ou un avertissement. Ces motifs ne sont pas aléatoires. Ils forment une trame stable adaptée à la transmission sur de longues périodes. La compression de la mémoire implique aussi une déformation. Ce qui était une contrainte devient une interdiction morale. Ce qui était une procédure devient un rituel sacré. Ce qui était une erreur technique devient une faute symbolique. Le mythe réorganise le passé selon des catégories émotionnelles plus faciles à mémoriser. Cette réorganisation n'est pas nécessairement négative. Elle permet au souvenir de traverser des générations qui n'ont plus accès aux conditions initiales. Elle protège l'héritage contre l'oubli total. Mais elle introduit aussi une ambiguïté. Le sens originel se brouille. Les interprétations se multiplient. Les sociétés humaines utilisent les mythes comme des guides. Ils orientent dans les comportements, définissent des limites, expliquent l'ordre du monde, mais ces guides sont indirects. Ils ne disent pas quoi faire exactement, ils suggèrent, ils avertissent, ils laissent peu de place à l'interprétation. Cette souplesse est à la fois une force et une faiblesse. À mesure que l'humanité s'éloigne de l'origine, les mythes gagnent en autonomie. Ils se détachent de leur fonction de mémoire pour devenir des systèmes de sens complets. Ils structurent de l'identité collective, justifiant le pouvoir, consolidant les traditions. Leur lien avec l'héritage initial devient secondaire, parfois inconscient. Pourtant, certaines incohérences persistent. Des éléments mythologiques résistent à toute interprétation purement symbolique. Des détails techniques, des descriptions concrètes, des actions étrangement pragmatiques surgissent au cœur de récits censés être spirituels. Ces anomalies agissent comme des résidus de mémoire non entièrement compressés. Ces résidus sont souvent ignorés ou réinterprétés. Ils sont perçus comme des métaphores obscures, des inventions poétiques. Mais leur récurrence interroge. Pourquoi tant de cultures évoquent-elles des êtres venus d'ailleurs qui enseignent, organisent, puis se retirent ? Pourquoi tant de récits insistent-ils sur la transmission d'un savoir suivi d'un silence ? La compression de la mémoire explique aussi la longévité de certaines structures sociales. Les lois, les tabous, les hiérarchies trouvent leur justification dans des récits anciens. Ils ne sont plus discutés en termes fonctionnels, mais sacrés. Le mythe fige ce qui devait être préservé, même lorsque son utilité n'est plus évidente. Cette figuration protège l'ordre hérité, mais elle limite l'adaptation. Les sociétés humaines se retrouvent parfois prisonnières de récits qui ne correspondent plus aux réalités présentes. Le mythe, conçu pour préserver, devient un frein. Il maintient des structures devenues inadaptées par fidélité à une mémoire incomprise. À ce stade, le mythe n'est plus seulement une mémoire compressée. Il devient un filtre. Il colore la perception du monde. Il influence les choix, les peurs, les aspirations. L'homme agit non seulement en fonction de ce qu'il observe, mais de ce qu'il raconte à propos de ses origines. Dans ce contexte, l'héritage des Anunnaki se dissout dans un ensemble de traditions parfois contradictoires. Leur image se fragmente, ils deviennent des dieux, des ancêtres, des forces naturelles. Leur rôle initial se perd, mais leur présence symbolique demeure. Le monde continue d'être perçu comme hérité, même si l'héritier ne sait plus de qui. Cette situation crée une distance nouvelle entre l'humanité et son passé. Le souvenir est là, mais inaccessible directement. Il doit être interprété, déchiffré, comparé. Certains tentent de retrouver le sens originel derrière le symbole. D'autres acceptent le mythe tel quel comme une vérité suffisante. La mémoire compressée n'est jamais totalement stable. Elle évolue avec le temps. Elle s'adapte aux besoins présents. Les mythes se transforment, se recomposent, fusionnent, mais certains noyaux persistent, presque inchangés. Ils résistent aux réinterprétations successives. Ces noyaux pourraient être les éléments les plus proches de l'expérience initiale. Des fragments de réalité trop importants pour être entièrement effacés. Ils survivent sous des formes déguisées, attendant peut-être des conditions nouvelles pour être reconnus autrement. Dans cette perspective, les mythes ne sont ni vrais ni faux au sens strict. Ils sont des archives transformées, des enregistrements compressés d'un passé trop complexe pour être transmis tel quel. Leur valeur réside moins dans leur littéralité que dans leur persistance. Et tandis que l'humanité continue d'accumuler ses propres récits, ajoutant de nouvelles couches à cette mémoire ancienne, une question demeure, discrète mais insistante. Si les mythes sont les derniers gardiens d'un savoir compressé, alors que se passera-t-il lorsque la compression atteindra un point où même le souvenir symbolique devient illisible, et quelles traces subsisteront alors d'un monde qui n'a peut-être jamais été entièrement humain ?
Lorsque les récits se fragmentent et que les mythes se compressent, il reste encore autre chose. Quelque chose de plus silencieux, de moins malléable. La pierre, le paysage, le ciel. Ces éléments ne racontent pas d'histoire, mais ils conservent des formes. Ils enregistrent des choix. Ils portent les traces d'une intention qui n'a pas besoin de mots pour exister. À travers les âges, certaines structures résistent à l'oubli. Des alignements, des orientations, des implantations répétées. Elles apparaissent dans des contextes culturels différents, séparés par le temps et la distance, mais elles partagent une cohérence troublante. Ce ne sont pas des copies exactes, ce sont des résonances, des manières similaires d'inscrire l'humain dans le monde. La pierre joue ici un rôle central, elle est choisie pour durer. Là où le bois disparaît, où la terre s'érode, la pierre reste. Les sociétés humaines l'utilisent instinctivement pour marquer ce qui doit survivre, mais certains usages semblent aller au-delà de la simple durabilité. Des blocs massifs sont déplacés, ajustés, positionnés avec une précision qui dépasse la nécessité immédiate. Ces pierres ne servent pas toujours à abriter. Elles délimitent, signalent, orientent. Elles créent des axes ancraires entre la terre et le ciel. Elles fixent des directions, des moments, des relations invisibles. Leur fonction exacte est souvent perdue en ce temps, mais leur présence demeure, une méda obstinée. Le ciel lui aussi conserve une mémoire. Les cycles célestes, observés depuis des millénaires, offrent une régularité qui contraste avec l'instabilité humaine. Les anciennes structures semblent trop comme dialoguer avec ces cycles. Elles ne sont pas placées au hasard. Elles regardent vers des points précis, à des moments précis. Cette relation suggère une volonté de synchronisation, une inscription dans un ordre plus vaste. Cette synchronisation ne nécessite pas une compréhension complète pour être reproduite. Il suffit de répéter les formes, les orientations, les positions. L'humanité l'a fait génération après génération, parfois sans savoir pourquoi. Les gestes se transmettent même lorsque leur justification s'efface. Dans les récits liés aux Anunnaki, le ciel n'est jamais un simple décor. Il est un espace organisé, hiérarchisé, surveillé. Les astres ne sont pas seulement observés, ils sont intégrés dans la gestion du monde. Cette vision laisse une empreinte durable. Le ciel devient une référence stable, une autorité silencieuse. Lorsque l'humanité hérite de cette relation au ciel, elle l'interprète à sa manière. Elle y voit des signes, des présages, des calendriers. Mais l'idée fondamentale demeure. Le monde terrestre est lié à des rythmes supérieurs. Les décisions humaines doivent s'accorder à quelque chose de plus large. La pierre et le ciel deviennent alors des archives parallèles aux mythes. Ils ne racontent pas Panansi, mais ils montrent. Ils conservent des contraintes, des choix techniques, des priorités. Leur langage est géométrique, spatial, temporel. Ils demandent une autre forme d'attention, moins narrative, plus observatrice. Certaines structures anciennes semblent même avoir été conçues pour être comprises de plus tard. Elles ne livrent pas leur sens immédiatement. Elles attendent des conditions particulières, des angles de vue spécifiques, des connaissances accumulées. Leur patience est minérale. Elles traversent les âges sans se soucier de l'interprétation humaine. Cette persistance pose une question délicate. Si ces formes ont été conçues par une intelligence antérieure, ou du moins héritées d'un ordre ancien, alors leur survie n'est pas accidentelle. Elle fait partie de leur fonction. Elles sont des repères laissés dans un monde destiné à être habité longtemps après le départ de leur concepteur. Même lorsque l'humanité modifie ces structures, elle le fait rarement sans respect. Elle les réutilise, les intègre, les sacralise. La pierre ancienne impose une retenue. Elle rappelle qu'elle était là avant, qu'elle survivra après. Cette temporalité étendue confère une autorité silencieuse. Le ciel, lui, reste hors d'atteinte. Il continue de suivre ses cycles indifférents aux récits humains. Pourtant, il reste un référent constant. Les calendriers modernes, les systèmes de mesure du temps, les rythmes sociaux prolongent cette dépendance. L'humanité continue de regarder vers le haut pour se situer. Cette continuité suggère que certains aspects de l'héritage ancien sont trop fondamentaux pour être effacés. Ils ne dépendent pas de la mémoire humaine. Ils sont inscrits dans la manière même dont le monde est organisé. La pierre et le ciel agissent comme des stabilisateurs, des rappels muets. À mesure que les mythes se transforment et que les récits se multiplient, ces éléments demeurent inchangés. Ils offrent un point de comparaison. Ils permettent parfois de soupçonner une cohérence sous-jacente, un ordre qui ne se laisse pas entièrement dissoudre dans la symbolique.
Dans cette perspective, l'héritage des Anunnaki ne serait pas seulement culturel ou narratif, il serait structurel, inscrit dans les choix initiaux d'implantation, dans la relation au temps, dans l'orientation de l'espace. Des choix si profonds qu'ils continuent d'influencer l'humanité sans passer par la conscience. Cette influence silencieuse est difficile à remettre en question. On ne débat pas avec une montagne alignée, on ne négocie pas avec un cycle céleste. Ces éléments imposent leur logique sans justification. Ils fonctionnent, simplement. L'homme s'adapte, comme il l'a toujours fait. Peut-être est-ce là la forme la plus durable de transmission. Non pas des instructions ni des récits, mais des contraintes intégrées au monde lui-même, des choix anciens devenus des évidences, des structures si anciennes qu'elles semblent naturelles. Et tandis que l'humanité continue d'explorer, de mesurer, de cartographier ce qu'elle habite, une question demeure, silencieuse comme la pierre et vaste comme le ciel. Si certaines traces d'un ordre ancien persistent encore autour de nous, non pas dans les mots, mais dans les formes, alors que faudrait-il changer dans notre manière de regarder pour commencer à les reconnaître, non comme des vestiges isolés, mais comme les signes cohérents d'un monde qui se souvient encore. À ce point du récit, l'humanité se trouve seule en apparence, mais jamais vraiment indépendante. Elle habite un monde qu'elle n'a pas entièrement conçu, gouverne des systèmes qu'elle n'a pas fondés, utilise des cadres dont l'origine s'est dissoute dans le temps. Cet héritage n'est plus identifié comme tel. Il est devenu le fond sur lequel toute action humaine se détache, sans être questionnée. Hériter sans savoir de quoi signifie vivre dans une continuité invisible. Les structures fonctionnent, les règles tiennent, les cycles se répètent. Rien n'exige une remise en question immédiate. Le monde semble stable, suffisamment cohérent pour être habité. Pourtant, cette stabilité repose sur des choix anciens, sur des compromis élaborés dans un contexte qui n'est plus le nôtre. L'humanité interprète cet héritage comme une évidence naturelle. Les frontières paraissent aller de soi. Les hiérarchies semblent découler de la nécessité. Le rapport au temps, au travail, à l'organisation collective est rarement interrogé dans sa profondeur. Ce qui a été transmis devient ce qui est, sans distinction. Cette absence de conscience de l'héritage crée une forme de liberté paradoxale. L'homme agit comme s'il était à l'origine de cette structure, tout en restant contraint par elle. Il modifie à la surface, ajuste à la marge, mais touche rarement aux fondations. Ces fondations sont perçues comme immuables, précisément parce qu'elles n'ont plus de récit explicite. Lorsque des crises apparaissent, elles sont traitées comme des anomalies locales. On cherche des causes immédiates, des responsables visibles. Rarement, on remonte jusqu'aux cadres eux-mêmes. Les outils hérités sont utilisés pour réparer les conséquences de leur propre usage. Cette circularité entretient l'illusion de maîtrise. Dans les récits anciens, cette situation n'est pas présentée comme un défaut. Elle est une condition. L'humanité n'était pas destinée à comprendre l'ensemble dès l'origine. Elle devait apprendre à habiter, à maintenir, à prolonger. La compréhension globale n'était pas nécessaire à la continuité. Elle aurait peut-être même été un risque. Mais avec le temps, les conditions changent. L'échelle des actions humaines s'élargit. Les effets se cumulent. Les systèmes hérités sont sollicités au-delà de leurs paramètres initiaux. Ce qui fonctionnait dans un monde plus lent, plus fragmenté, montre ses limites dans un monde densément interconnecté. C'est à ce moment précis que l'héritage devient visible. Non pas par sa présence, mais par ses failles. Les déséquilibres apparaissent là où les cadres ne suffisent plus. Les outils, conçus pour maintenir un certain ordre, commencent à produire des effets inattendus. L'homme ressent une tension croissante entre ce qu'il peut faire et ce qu'il comprend. Cette tension n'est pas nouvelle. Elle traverse l'histoire humaine sous différentes formes, mais elle devient plus aiguë à mesure que l'autonomie s'accroît. Plus l'homme agit sans supervision, plus il se confronte aux limites de ce qu'il a reçu. L'absence des Anunnaki, autrefois silencieuse, devient un facteur actif. Il n'y a plus de référence ultime vers laquelle se tourner. Dans ce contexte, l'humanité commence à produire ses propres récits d'origine, des récits qui la placent au centre, qui expliquent tant le monde comme le résultat de son évolution, de ses choix, de ses luttes. Ces récits les sont cohérents, rassurants, ils donnent un sens à l'action présente, mais ils effacent progressivement l'idée même d'un héritage antérieur. Effacer l'héritage ne le supprime pas. Cela le rend simplement inconscient. Les structures continuent d'agir, mais sans être reconnues comme héritées.
Elles deviennent des contraintes naturelles, des lois supposées universelles. Leur caractère construit d'un type situé ancien disparaît. Hériter sans savoir de quoi, c'est aussi perdre la capacité de choisir. On ne choisit pas ce que l'on ne perçoit pas. On s'adapte, on optimise, on corrige, mais on ne redéfinit pas. L'humanité se déplace à l'intérieur d'un cadre invisible, persuadée d'en explorer les limites, alors qu'elle en explore surtout les conséquences. Certains indices subsistent pourtant. Des incohérences, des tensions récurrentes, des questions qui reviennent sous différentes formes. Pourquoi certaines structures semblent-elles toujours mener aux mêmes impasses ? Pourquoi certaines solutions produisent-elles systématiquement de nouveaux déséquilibres ? Ces répétitions suggèrent un cadre plus profond, rarement interrogé. Dans les mythes anciens, ces moments de tension sont souvent associés à des avertissements. Alors non pas des menaces spectaculaires, mais des récits de limites franchies, de déséquilibres provoqués. Ils rappellent que l'héritage n'est pas neutre. Il impose des conditions. Il exige une attention constante. L'humanité moderne, éloignée de ces récits, redécouvre parfois ses limites par l'expérience directe. Elle observe les effets cumulatifs de ses actions, la fragilité de certains équilibres, la rigidité de certaines structures. Elle commence à sentir que le monde qu'elle habite n'est pas infiniment malléable. Cette prise de conscience reste diffuse. Elle n'aboutit pas encore à une relecture globale de l'héritage. Mais elle ouvre une possibilité nouvelle, celle de regarder le monde non plus seulement comme un espace à exploiter ou à gérer, mais comme un système reçu, porteur d'intentions anciennes. Si les Anunnaki ont réellement gouverné la Terre avant l'humanité, leur héritage ne se manifeste plus par des figures visibles. Il se manifeste par des contraintes silencieuses, par des cadres persistants, par une manière d'être au monde qui précède la réflexion. Leur influence ne commande plus. Elle conditionne. Dans cette perspective, la question n'est plus de savoir si ces entités ont existé au sens littéral. La question devient plus subtile. Qu'avons-nous hérité et à quel point cet héritage oriente-t-il encore nos choix sans que nous en ayons conscience ? Hériter sans savoir de quoi, c'est vivre dans un monde dont les règles semblent naturelles alors qu'elles sont peut-être historiques. C'est confondre ce qui est ancien avec ce qui est inévitable. C'est prolonger un ordre sans jamais en examiner les fondations. Et tandis que l'humanité avance, de plus en plus consciente de ses propres limites, une dernière interrogation s'impose, calme mais inévitable. Si nous avons hérité d'un monde sans connaître pleinement son origine ni son intention, alors le véritable enjeu n'est peut-être pas de savoir qui nous a précédés, mais de déterminer si nous sommes enfin prêts à regarder cet héritage en face, non pour le rejeter, mais pour comprendre ce qu'il attend encore de ceux qui l'habitent.